المسلمة أنا العقول الملهمة ومن حقوقي أن أكون طبيبة معلمة أنا الفتاة أنا الفتاة أنا الفتاة المسلمة. Je vais commencer par faire un petit commentaire. On parle des femmes musulmanes, on parle de l'engagement associatif, politique. D'ailleurs, un certain nombre d'entre vous nous interpellent précisément sur le domaine politique. J'en dirai un mot, mais je ne peux pas retenir le commentaire qui se bouscule dans ma tête et qui m'arrive à dire mais comment voulez-vous qu'on parle d'engagement quand là, vous ne faites même pas la démarche de prendre l'engagement oral, la prise de parole, c'est quoi le problème? Non, je pense qu'il y a aussi des choses qui sont révélatrices de certains nombres de blocages et qui font vraiment écho à j'ai peur de mal parler, j'ai peur de m'engager. Il y a quelque chose qu'il va falloir décoincer. Mais prenez la parole ici, ou si vous ne la prenez pas ici, dites si ce n'est pas une bonne idée, ça va générer le débat. Je ne vois pas pourquoi je reçois des papiers alors que j'ai des êtres humains devant moi. Mais libérez la parole. Libérez la parole. Ça commence par là. C'est très révélateur de tous les obstacles intérieurs qu'il va falloir faire sauter avant de parler d'engagement citoyen, et etc., etc. Décomplexez-vous. Allez-y de front. Libérez l'énergie, libérez les idées qui sont en vous. En fait, je suis l'auteur de la première question et juste pour éclaircir en fait le point, c'est par rapport à mon vécu. J'ai déménagé. J'ai déménagé en Île-de-France il y a de ça 10 ans. Et quand je suis arrivée en Île-de-France, avant d'arriver ici, je portais la djellaba avec le foulard. Et quand je suis arrivée, je me suis sentie très rejetée. Et je me suis dit, bon, c'était des regards, plus de méfiance, beaucoup d'interrogations. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose parce que jamais je serai acceptée dans cette bourgade. Vraiment, je dirais pas que j'étais la première musulmane, mais bon, j'ai été la première musulmane visible dans la ville. Et je me suis dit, il faut que je fasse un effort pour pouvoir intégrer mes enfants. J'en avais 2 à l'époque. Donc je me suis dit, bon, je vais enlever la djellaba, le foulard, je vais rentrer à l'intérieur et je vais m'habiller, bon, comme à l'occidental, entre guillemets, large, une jupe, un chemisier qui dépasse, et tout doucement, subhanallah, j'ai vu les gens qui sont approchés de moi, qui m'ont vu en tant que maman. Comme tout le monde, j'étais comme tout le monde. Je me suis même intégrée, je faisais partie du conseil de classe, et j'ai vu que cette barrière du vestimentaire était tombée et qu'ils m'ont vue après comme une maman comme tout le monde et je parle comme tout le monde, je suis voilà, je suis citoyenne comme tout le monde et c'est vrai que ça a été très révélateur du fait que en France il faut malheureusement faire beaucoup d'efforts pour s'intégrer, déjà par la tenue et malheureusement c'est une barrière. Et une fois que la barrière est tombée, on voit, on est comme tout le monde. Donc c'était surtout pour ça que je voulais intervenir. Voilà, Kalofik. Je voudrais relire ta question. Que pensez-vous de la tenue de la femme musulmane? Doit-elle faire un effort au niveau vestimentaire pour pouvoir s'intégrer dans la société, tout en gardant à l'esprit le code de la tenue vestimentaire de la femme, pas transparent, pas voyant, pas... Franchement, ce qui se cache derrière ce petit bout de papier, ce que tu viens de nous livrer, c'est tellement plus authentique et à des années-lumière, j'aurais pas compris. J'aurais pas compris, en lisant cette phrase, tout ce que tu viens de dire en nous offrant ce moment authentique. Fallah d'Alekoum, faites tomber cette barrière-là, faites tomber ce blocage psychologique, etc. Et on a tout à y gagner. L'expérience que tu as ressentie en venant t'intégrer, tu faisais un peu le témoignage de l'expérience du rejet que tu as connu notamment dans les relations de proximité. J'ai l'intime conviction qu'il y a ce qui se joue sur le plan national
les débats sur l'identité, la crispation sur la visibilité de l'islam, les minarets, les voiles. Donc sur le plan de l'identité nationale, il y a une réaction, une frénésie identitaire qui est, je dirais, à la mesure du processus d'intégration que nous avons entamé. C'est-à-dire que il y a vraiment deux logiques, j'ai envie de dire presque paradoxales. C'est que les musulmans n'ont jamais été aussi français. Générations nées, socialisées, qui ont intégré les modes, le fonctionnement de la démocratie française, la laïcité, tout ça. Et dans le même temps, puisqu'ils se fondent tellement dans le paysage, il y a des réactions symboliques. Si on va parler d'identité, on va, tiens, pour une société qui se dit laïque, on va remettre au devant de la scène la question des origines chrétiennes, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle de l'Europe. Donc il faut bien comprendre ce qui se joue au niveau national, politique. Vous voyez que les discours politiques se durcissent. Et c'est pour tout à l'heure, j'ai évoqué deux choses, je pense que je me suis mal expliquée. Il y a le cercle de préoccupation. C'est, tiens, je vois bien, ça me préoccupe ce durcissement du discours politique. Cette crispation sur la symbolique identitaire, ça me préoccupe. Mais je peux pas intervenir sur le discours politique. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Est-ce que je me focalise sur ça et je dis, bah ça y est, les Français sont racistes, ils détestent l'islam, c'est islamophobe, et je vois autour de moi tous les regards insistants, hein, j'y vois de l'islamophobie rampante. Ou alors je me dis, bon, j'ai pas d'influence sur ça, mais j'ai une influence sur mon voisin, avec lequel je fais preuve de tous les principes islamiques. C'est-à-dire je me soucie, si c'est une vieille dame qui vit seule, bah de m'assurer qu'elle manque de rien, de faire quelques courses si ça peut la dépanner. Les mamans, les relations de proximité. Ça, je peux agir dessus. Je ne peux pas agir sur le discours que le président de la République va faire sur telle et telle question, s'il va avoir l'idée de provoquer un autre débat sur l'identité nationale. Mais mon voisin, la maîtresse d'école de mon enfant, je peux, elle, lui donner une idée de ce qu'est l'islam. Qu'elle va pas. Donc, vous voyez, concentrez-vous pas sur la préoccupation. On peut pas, on n'a pas. Il y a des choses qui arrivent, on peut pas contrôler. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire et arrêtez de dire que vous pouvez rien faire parce que vous n'arrivez pas à atteindre des choses. On peut travailler sur les relations de proximité avec la boulangère du coin, la caissière du supermarché, etc. Et tu le dis bien, t'as compris la peur que ton vêtement générait. Tu as réduit la peur qu'ils pouvaient avoir parce que tu avais un sentiment qu'ils avaient une tolérance plus grande. Tu as fait cette démarche-là et alhamdoulilah, tu réussis aujourd'hui à entretenir de bonnes relations, à t'intégrer dans le conseil d'école, etc. Voilà une décision. Voilà une prise de conscience, etc. Alhamdoulilah. Salam alaikum. Moi, j'avais une question par rapport à justement l'investissement dans le milieu politique, pas uniquement associatif, parce que je pense qu'on a aussi une part à jouer dans ce milieu-là. Parce que j'ai pu me rendre compte qu'aujourd'hui, la femme musulmane ou les musulmans en général faisaient une barrière entre son identité française français et ce qui pouvait être dans sa conviction. Et je pense que les politiques ont réussi à mettre cette barrière entre nos convictions, notre confession musulmane et justement ce fait d'être français. Qu'on n'arrive pas à être musulman et français. Donc voilà, je voulais savoir comment on pouvait s'intégrer en tant que femme musulmane dans ce mouvement-là, tout en gardant notre authenticité. Voilà. Sur la question de l'engagement, je ne sais pas si j'ai essayé d'apporter des éléments de réponse en parallèle. La question de l'engagement, de la crise de l'identité, le fait que les musulmans soient un petit peu complexés parce qu'ils intériorisent. Mais là encore, vous vous focalisez sur quoi? Vous savez, ce à quoi vous donnez de l'importance, c'est choisi. Je choisis d'entendre que les gens qui parlent, qui attaquent l'islam. Ou alors, je me rends compte qu'il y a des gens... Je vais donner un simple exemple, c'est qu'il y a quelques années encore, on n'avait pas autant de partenaires, par exemple, dans la Ligue française de la femme musulmane, elle n'avait pas autant de partenaires qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des collectifs qui se sont qui entendent les causes que nous portons et que nous rejoignent. Qu'est-ce que je fais? Je regarde ceux qui entrent dans la danse, entre guillemets, ou je regarde ceux qui sont encore en train de conspuer. Si je regarde ceux et que j'entends que ceux qui disent que ça va pas, que l'islam est inintégrable et tout, je me focalise sur un problème et effectivement, je peux rien faire. Ou alors, je tiens compte, je dis effectivement ça existe, mais moi j'ai de l'influence parce que, tiens, je vais travailler avec des gens qui, eux, veulent bien travailler avec moi. Vous savez, vous n'avez pas la même démarche. On ne peut rien faire avec eux, ils n'entendent rien, ils ne comprennent rien. Pour eux, l'islam est un problème, le problème de l'être de l'identité française. Ou alors, je me dis, non, il y a des gens qui ne pensent pas comme ça, je vais me tourner vers ceux-là.
là, on est en train de parler de femmes, on est en train de parler de musulmanes. D'accord? Dans toute musulmane, il y a une femme avant tout. J'ai l'impression qu'on nous a mis dans... Si nous, on en parle dès la première question, et je pense qu'il y en a d'autres qui y ont pensé, c'est pas anodin. Il y a tellement de choses auxquelles on doit penser, et là, on veut parler d'engagement. La première chose dont on parle, c'est le voile. On nous a bassinés avec ça. On nous a bassinés. Moi, personnellement, je pense que c'était un piège, on est tombé dedans, peut-être la première. Et là, maintenant, on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on pense qu'à ça. On n'arrive pas à s'engager, que ce soit professionnellement, socialement, tout ce que vous voulez. Parce qu'on n'a que cette question-là. Cette focalisation sur le voile, on en revient effectivement, tu dis juste quand tu dis que cette hypertrophie des débats sur le voile, et ben quelque part on a donné aussi une caisse de résonance, mais bon, si les femmes musulmanes lui accordent l'importance, c'est qu'elles ressentent, elles se focalisent sur l'idée que ça les empêche d'avancer. Je suis bien placée pour le savoir puisque j'ai consacré toute ma thèse de doctorat sur la question de l'emploi, la situation des femmes sur le marché du travail. Donc je me suis évertuée tout un temps de mon analyse à essayer de déconstruire qu'est-ce qui fait qu'on organise le marché du travail de sorte à finalement, parce que c'est pas les lois qui interdisent aux femmes musulmanes de travailler avec leur hijab dans le privé, c'est pas les lois qui l'interdisent, c'est les représentations des employeurs qui disent que c'est risqué. Quand ils ont rien contre la femme musulmane avec son voile, ils se disent que c'est risqué pour leur business, c'est risqué pour leurs collaborateurs parce que ça va générer des tensions, etc. etc. Donc je suis vraiment bien placée pour savoir que effectivement ça empêche d'avancer, ça rend difficile l'exercice de trouver sa place dans cette société. Mais dans le même temps, dans le même travail, je montre qu'il y a des femmes qui trouvent leur place sur le marché du travail. Soit parce qu'elles font la rencontre de quelqu'un qui va au-delà de tout ça. Voilà, elles tentent, elles y croient, elles y vont, elles convainquent. Peut-être que même il m'est arrivé de croiser des gens, des femmes, des actives musulmanes, qui me disaient, bah voilà, il y avait des a priori, mais voilà, je lui ai dit ça, il dit, écoutez, vous me faites tomber quelques a priori, je veux bien essayer. Et pour celles qui adoptent une autre stratégie, c'est que on leur a dit qu'il n'y avait pas de place pour elles sur le marché du travail, et bien elles se sont inventées leur place. Elles l'ont créée de toute place. Vous savez, tout est dans la définition. C'est quoi un obstacle? C'est la fin, c'est-à-dire que c'est « Ah, j'ai un obstacle devant moi, je ne peux plus avancer, bon bah je rebrousse chemin. » Ou alors un obstacle, c'est un autre chemin pour y arriver. Je contourne. Mais je ne quitte pas mon objectif parce que j'ai un obstacle en face de moi. Le voile, effectivement, handicape la femme musulmane, mais ça ne fait pas d'elle une handicapée. Et il y a beaucoup de gens qui confondent « Ah, j'ai un handicap, donc je suis handicapée. Ah, j'ai une maladie, donc je suis malade. » Et ils se résument autour de la maladie. « Ah, je sais pas, j'ai une expérience conjugale conflictuelle, j'ai divorcé. Ah, je suis une divorcée. » Comme si ça résumait ton histoire, ton essence, etc. Non, il faut aller au-delà des définitions communément répandues, se construire sa propre approche et se dire que dans bien des cas, on trouve bien souvent là aussi les excuses pour justifier qu'on se maintienne dans la médiocrité dans laquelle on est. Et je prends le risque de vous fâcher, prends le risque, voilà. Mais c'est ce que je me répète parfois un petit peu pour me booster. C'est ce que, voilà, essayer de me dire, non, va pas chercher la responsabilité des autres, concentre-toi sur la tienne. Qu'est-ce que tu fais toi? Dans ta sphère d'influence, qu'est-ce que tu fais toi? Et juste pour terminer sur ta remarque m'a inspirée, on doit faire sauter dans nos esprits les verrous. Vous savez, les cadenas, ils ne sont pas au marché du travail, ils sont d'abord dans nos têtes. Les premiers cadenas qu'il faut faire sauter sont dans nos esprits et je pense que chacune d'entre nous doit s'y atteler. Et là, je vous rappelle, je vous renvoie, libérez votre imagination. Inventez, si vous ne pouvez pas emprunter comme tout le monde le chemin du travail en passant un concours et en travaillant, etc., inventez votre façon à vous. Et vous arrêtez pas, ah ben non, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas faire ça, ah ben donc je vais faire quelque chose qui ne me plaît pas. Allez-y. Vous savez, la seule obligation que vous avez, c'est de décider ce que vous voulez, et je sais que le reste viendra après. Donc en fait, moi je suis médecin généraliste, donc par rapport au voile, c'est vrai que j'ai pas de soucis, je suis en libéral, donc je peux travailler avec mon hijab, il n'y a pas de problème. Par contre, celles que je rencontre, surtout dans les journées d'orientation, les petites étudiantes avant le bac, qui viennent me voir en général, donc elles sont très admiratives, c'est bien, vous avez fait vos études, vous travaillez, mais moi je sais que par rapport à ce que je veux faire, je ne pourrais pas travailler parce que je porte le voile, je pourrais pas, ou alors on m'en parlait
du fait de travailler dans un milieu mélangé homme-femme, etc. Donc j'essaye de leur expliquer qu'il faut patienter pendant les études, etc. Qu'après, quand on travaille, on peut faire ce qu'on veut. Mais malheureusement, c'est des motifs des fois même largement avant le bac. Et là, je voudrais savoir ce que vous en pensez, comment vous leur parleriez-vous? Ta remarque, parce que elle est très en phase avec une certaine réalité, c'est les perspectives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mamans n'ayant pas réussi pour beaucoup à se projeter dans la société française, leurs jeunes filles, les jeunes filles héritent du même problème. J'arrive pas à voir où je peux être et en conséquence, je peux pas y réfléchir. Donc voilà, un premier verrou qu'il faut faire sauter. Mais je vais vous dire, la question que tu me posais, c'est qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je leur dirais exactement tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, décide de ton avenir, prends ton destin en main, prends ta responsabilité, prends conscience des choses et puis élève ton idéal. Je dirais exactement ça. Simplement, je ne vais pas vous refaire une intervention bis, il y en a qui vont s'endormir. Non, simplement, ça m'amène à souligner un autre problème. C'est que bien souvent, ces jeunes filles, je les ai côtoyées, je continue à les côtoyer. Il y a la perspective du bac, elle ne voit pas ce qu'il y a après. Pourquoi faire des études de biologie quand on ne sera pas recruté dans des laboratoires en tant que technicienne de laboratoire? Pourquoi faire des études d'architecte alors que voilà, il faut de l'argent pour s'installer à son compte? Pourquoi faire des études de mathématiques pour enseigner, sachant qu'on ne peut pas enseigner avec le hijab? Bref, n'ayant pas de solution, je ne fais rien. Et vous savez ce qui se passe bien souvent chez ces jeunes filles? Je me suis aperçue que, n'ayant pas, face aux fermetures professionnelles, elles s'orientent vers des ouvertures conjugales. Ça veut dire qu'elles décident de se marier, de faire quelque chose de leur vie. Ça va me donner un statut si je me marie. Ça m'ouvre sur quelque chose. Je suis devant un mur, il y a la porte du marché de l'emploi qui m'est fermée. J'ai pas de perspective. Au moins, avec une famille, je peux me projeter. Mais le problème, c'est que je les retrouve parfois 2-3 ans après. Et quand vous empruntez une voie par défaut, à défaut de faire autre chose, que c'est pas tellement ce que vous vouliez faire, mais à défaut, je me marie, ça donne des catastrophes. Et aujourd'hui, on est en train de voir, moi je le vois tous les jours, excusez-moi de vous bassiner avec ça, mais j'ai vraiment là un coup de cœur pour toutes les souffrances de nos sœurs qui partagent qui vivent des choses très très difficiles. Et je suis malade à l'idée de voir les bombes à retardement qui sont en train de se profiler, des histoires de femmes qui se marient à 18, 19 ans, divorcent à 20 ans, des fois avec un enfant, et on commence. Voilà la monoparentalité, voilà la communauté de demain. Elle va être touchée par la monoparentalité, alors il faut aussi digérer quand vous avez 20 ans, une rupture affective. Le syndrome de... Tu sais ce que tu disais là, pas de perspective, je me laisse vivre. Ah tiens, j'ai une demande de mariage, tiens, je vais me marier. Ah tiens, je suis tombée enceinte, voilà, il y a un enfant. Je me laisse porter par ce syndrome de Niagara. Et tant que je flotte sur la rivière, je me dis que tout va bien. Il est arrivé ça, voilà, je prends le tournant sans décider, sans réfléchir sur ce tournant-là. Et un jour, j'entends, comme je disais tout à l'heure, on entend cette eau, vous savez, les chutes, elles font du bruit. Et on se dit, il y a du bruit, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être des conflits avec la belle famille, parce qu'il n'y a pas la maturité de la jeune fille. Avec le mari, d'ailleurs, ça peut se jouer également. Puis elle commence à entendre que ça ne va pas. Et qu'il n'y a pas, dans pas longtemps, elle va tomber. Mais elle est dans un bateau, une barque, mais il n'y a pas de rame. Elle ne peut pas ramer à contre-courant. Et là, voilà, chute affective. Elle se casse la figure à 19 ou 20 ans. Et alors, c'est des femmes qu'on va retrouver quand elles auront 30 ans. Mais avec quelle... comment digérer toutes ces expériences-là, etc. C'est pour ça que je me suis vraiment donné à cœur de parler de l'engagement, mais du point de vue intérieur. J'ai pas envie de toutes vous voir dans les manifestations. C'est pas ça mon enjeu. C'est de m'assurer que vous n'êtes pas dans la rivière, que vous vous laissez pas porter. Parce que c'est sûr, il y a des chutes de Niagara et les chutes, elles sont violentes. Donc, je rebondis et je prolonge un peu ta question en disant non seulement on a un problème avec ces jeunes filles qui n'ont pas de perspective, mais le problème qui se pose aujourd'hui n'est rien à côté de ce qui nous attend. Alors si vous avez des jeunes filles et que vous ne prenez pas le symptôme, je ne sais pas quoi faire, j'ai envie de rien, et que vous ne le prenez pas au sérieux, préparez-vous, j'ai envie de dire, à des choses bien difficiles à l'avenir.